Je vais vous lire un extrait de mon roman « Orleval ». Chapitre 8. C'est davantage l'odeur que les soubresauts qui la réveillèrent. Une odeur âcre, minérale, poisseuse. Sa tempe droite était appuyée contre quelque chose de dur, presque coupant. Et chaque chaos amplifiait cette gêne, mais elle ne pouvait pas bouger, se dégager pour obtenir un peu de soulagement. Elle était comme paralysée, ne sentant plus son corps, n'ayant même pas le souvenir d'en avoir un. Sa conscience flottait dans une sorte de vide temporel, sans avant ni après, sans pourquoi ni comment. Puis, lentement, elle se souvint qu'elle était Agnès Mercuret, 28 ans, co-gestionnaire d'une agence de tourisme spécialisée dans les courses en montagne, et aujourd'hui célibataire. Aujourd'hui. Ce mot venait de la secouer comme si elle venait de chuter d'une prise et d'être arrêtée violemment au-dessus du vide par la corde de sécurité. Elle ouvrit les yeux, mais ne vit rien. Rien d'autre qu'un abîme d'obscurité entrecoupé de lueurs étranges, feu follet rougeoyant qui venait frapper sa rétine par intermittence. Elle changea de position et fit reposer sa tête loin de l'objet qui l'avait meurtrie, sur un sol recouvert de ce qu'elle pensa être de la moquette, en plus râpeux, presque comme du papier de verre. Elle voulut se frotter la tempe, mais elle se rendit compte avec horreur que ses poignets étaient liés, ainsi que ses chevilles. Quelques minutes s'écoulèrent. Des cahots, des à-coups, le bruit d'un moteur. La sensation de vertige cotonneux qu'elle éprouvait s'estompa peu à peu. Sa conscience refaisait surface. Son dernier souvenir était cette injection que lui avait faite le médecin. Le soi-disant traceur s'était diffusé dans la veine de son bras, et puis elle avait sombré. Maintenant, elle était dans une voiture qui roulait assez vite, ou plutôt dans le coffre de celle-ci, enlevée, séquestrée. Les lueurs provenaient des feux de stop qui projetaient leur éclat rouge par les interstices de la carrosserie, à chaque fois que le conducteur donnait un coup de frein. Et cette alternance lumineuse lui permit de reconstituer par bribes la configuration du coffre. L'odeur âcre provenait d'un petit jerrycan probablement rempli de gazole. Sa tête avait été appuyée sur un outil, une croix de métal dont on se sert pour démonter les roues. Elle opéra une torsion du buste et aperçut derrière elle une batterie électrique calée dans un coin, à côté d'une boîte à outils en fer peint, le genre de boîte qui s'ouvre en escalier. C'était un grand coffre. Maintenant, la voiture avait adopté un rythme plus régulier. Elle avait pris de la vitesse, on n'entendait quasiment plus le bruit du moteur, alors que celui du roulement des pneus sur la chaussée devenait presque assourdissant. On était sur une autoroute, et la voiture ne devait pas être tout à fait récente pour être aussi bruyante. Il lui vint l'envie de hurler, d'expulser hors d'elle la terreur qui s'était mise à la submerger comme une onde impétueuse. Mais à quoi bon? Qui l'entendrait? Des larmes d'impuissance se mirent à jaillir de ses yeux, brouillant sa vue. Mais il n'y avait plus rien à voir puisque les feux rouges de la voiture ne s'allumaient plus. Elle roulait plus vite maintenant, à une allure régulière. Une douleur venait d'apparaître qui lui fit pousser un petit gémissement. Cette fois, la cause n'avait rien à voir avec un quelconque objet contondant. C'étaient les 2 inflammations dans son dos, localisées au niveau des omoplates, les 2 bubons. Ce pourquoi elle avait consulté un spécialiste, ce dermatologue qui avait, selon toute probabilité, organisé son rapt, ou bien qui avait au moins un lien avec celui-ci. Elle n'y comprenait rien. Est-ce qu'un médecin réputé, un homme ayant pignon sur rue, voué à soulager les maux de son prochain, pouvait être aussi un criminel? La réponse était oui. Pourquoi pas? Mais alors, si c'était bien lui l'auteur de son enlèvement, pourquoi l'avait-il fait? L'argent? Il allait demander une rançon à son père et celui-ci devrait certainement vendre sa maison pour payer. Non, c'était absurde. Ce médecin avait l'air de rouler sur l'or. Pourquoi enlèverait-il quelqu'un pour de l'argent?
Alors c'est qu'elle était tombée sur un pervers. Oui, bien sûr, cette façon qu'il avait eue de la regarder, c'était un prédateur. Elle allait se faire violer une fois qu'il l'aurait conduite dans un lieu secret où personne ne pourrait l'entendre crier. Elle s'empêcha de penser pendant quelques instants. Il fallait qu'elle se calme, qu'elle réunisse ses forces pour être prête à toute éventualité. Cependant, que pouvait-elle faire ligotée dans ce réduit obscur, émergeant à peine des vapeurs de la drogue qu'on lui avait administrée, et pour finir, tourmentée par les lésions dans son dos dont la morsure se faisait sentir en continu, achevant ainsi de la plonger dans un état de profond découragement. En essayant de changer de position, sa tête heurta la boîte à outils. Elle devait bien contenir un instrument tranchant, cette boîte, cutter, scie ou pince, qui lui servirait à se défaire de ses liens. Autant affronter l'inéluctable ouverture du coffre les mains et les jambes libres, et profiter de l'effet de surprise pour tenter quelque chose, une griffure, un coup de pied bien placé, et pourquoi pas une évasion. Ses poignets étant liés dans son dos, elle commença par étirer ses épaules et ses bras au maximum, ce qui faillit lui arracher un cri tant la douleur provenant de ses omoplates devint alors intense, catalysée par la tension musculaire. Centimètre par centimètre, elle fit passer ses poignets entravés par-dessous ses fesses, puis derrière ses jambes, et enfin ses mains se retrouvèrent au niveau de sa poitrine. La pratique de l'escalade avait parfaitement assoupli son corps, lui permettant ainsi de jouer la contorsionniste. Elle se retourna sur le ventre, pour éviter de faire frotter son dos sur la surface rugueuse du sol, et se plaça face à la boîte à outils, l'ouvrant le plus discrètement possible. Elle ne voulait surtout pas que le moindre cliquetis métallique puisse être entendu depuis l'habitacle de l'auto, mais la tâche était évidemment extrêmement difficile avec les mains liées. À tâtons, elle inspecta délicatement le contenu du premier casier de la boîte, frôlant du bout des doigts des clés, du fil électrique, quelques vis et écrous, des petits récipients en plastique, au contenu indéfinissable. Rien en somme qui pût s'apparenter à un outil tranchant. Elle saisit un petit coffret métallique et le posa sur le rebord de la boîte, réussit à l'ouvrir, mais son contenu ne révéla rien d'intéressant non plus. Sa prise était mauvaise et, en voulant le remettre en place, le coffret tomba dans ce qui lui sembla être un horrible fracas. Elle était certaine que le conducteur avait entendu le bruit et se prépara à ce que la voiture ralentisse, mais rien ne se passa. Ses yeux s'étaient brouillés à nouveau, pas de larmes cette fois, mais de sueur. Le coffre était une étuve et elle dégoulinait de transpiration. Le véhicule était sorti de l'autoroute depuis un moment, comme pouvaient en témoigner les virages et les coups de frein qui se faisaient sentir à nouveau. Pourtant, Agnès se dit qu'une sortie d'autoroute aurait impliqué un arrêt à la station de péage, ce qui n'était pas arrivé. Cela signifiait que la voiture était certainement équipée d'un badge électronique, qu'elle avait passé les contrôles sans s'arrêter et que l'occasion de se manifester à un caissier en criant à s'arracher les cordes vocales était manquée. Elle n'eut pas le temps de fouiller les autres compartiments de la boîte à outils car on s'engagea sur une voie cahoteuse, piste ou chemin de campagne, jonchée de cailloux joueurs ne demandant qu'à rebondir contre le bas de caisse de la voiture. Et les soubresauts hasardeux du véhicule l'envoyèrent valdinguer de droite et de gauche sans espoir de lui permettre de mettre son plan de fuite à exécution. La voiture faisait de grandes embardées, sans doute pour éviter des obstacles. Mais parfois une roue venait quand même plonger dans un trou et un à-coup particulièrement violent la fit presque décoller du sol. La douleur dans son dos devint plus insupportable encore lorsqu'elle retomba sur le flanc. La température avait chuté, la chaleur des tuves avait cédé la place à un air plus supportable, et une odeur sylvestre d'humus et de tourbe, mêlée à celle de la sève de résineux fraîchement élagué, avait réussi à pénétrer dans le coffre et à atteindre ses narines. Elle pensa une forêt et eut la fugace et absurde impression d'un répit, parce que la présence des arbres l'avait toujours calmée. Au loin, une tronçonneuse poussa son cri plaintif. Si elle avait été dans un meilleur état, elle l'aurait entendu, mais la souffrance et la peur lui avaient ôté une partie de ses perceptions, et maintenant sa respiration, brasant le fond de sa gorge, couvrait tous les autres bruits. La douleur avait repris le dessus, elle était lancinante. Quelqu'un lui enfonçait les mèches de 2 perceuses dans le dos, une par omoplate,
et les vrilles d'acier taraudaient ses os. Des éclairs blancs lui passèrent devant les yeux. Elle ne put s'empêcher de crier cette fois. Un hurlement fou, libérateur, un accouchement de douleur, un aveu de peur refoulé aussi, qui s'exprimait enfin. Puis la voiture s'arrêta. Une portière claqua, et le haillon du coffre s'ouvrit sur une portion de ciel crépusculaire, cadrée par 2 rangées de mélèzes. La faible luminosité réussit à l'éblouir malgré tout, car elle émergeait d'un confinement de plusieurs heures. Elle se rendit compte que son projet de fuite était voué à l'échec. Non seulement elle avait œuvré pour rien pendant ces interminables kilomètres, ses liens étant toujours en place, mais la douleur était plus intense que jamais, et cela l'aurait de toute façon empêché de griffer les yeux de son ravisseur, de se ruer hors de la voiture, puis de courir à toutes jambes comme elle l'avait prévu. Elle n'eut même pas la force d'effectuer le moindre mouvement, quand une silhouette sombre se pencha pour trancher ses liens, libérant ses poignets et ses chevilles. Comme elle lui tournait le dos, elle ne pouvait être certaine qu'il s'agissait bien de Salvier. Mais quand elle se retrouva soulevée du sol pendant que ces mots « Je vois que vous souffrez, ne vous inquiétez pas, je vais vous soulager » étaient murmurés à son oreille, elle sut qu'il s'agissait bien de lui. Elle était à bout de force, incapable de se débattre, de s'enfuir le plus loin possible, quitte à se perdre dans cette forêt dont elle mesurait intuitivement la vastitude. Et elle se laissa aller dans les bras du médecin, emportée comme un fœtus sans importance, submergée par une souffrance qui la décourageait de toute initiative. Chapitre 9. Un cocktail de parfums opposés assaillit ses narines dès qu'il entra. Café chaud, tabac froid, eau de toilette, eau de javel. Le tout brassé par des ventilateurs plus efficaces à mixer les odeurs qu'à produire de l'air frais. Damien s'approcha du comptoir d'accueil dont la vitre, percée d'un trou en forme de borne kilométrique, permettait de laisser passer le son des voix et les odeurs dont on a déjà eu vent. Derrière la vitre œuvrait un trentenaire en chemise bleue réglementaire, dont les manches laissaient dépasser les pieds de personnages héroïques et fantaisistes tatoués sur ses avant-bras, et sans doute même au-delà. Le fonctionnaire n'ayant pas eu l'air de l'avoir remarqué, Damien se décida à briser la glace, au figuré. « Bonjour, Vous avez une pièce d'identité ?» demanda l'homme sans qu'il levât les yeux de son clavier, et dont le son de la voix, transformé par la présence de la vitre, possédait une curieuse résonance creuse. « Oui, bien sûr. » Damien sortit son portefeuille et tendit à l'homme une carte où figurait le portrait d'un jeune barbu, image présentant un rapport assez éloigné avec sa tête d'aujourd'hui. « Gira Damien, c'est vous ça ?» fit le flic avec un grelot de gaieté dans la voix, mais en gardant une expression impassible sur le visage, ce qui trahissait soit un manque de sensibilité, soit un entraînement intensif pour, au contraire, la masquer. Damien se demanda plutôt comment l'agent avait fait pour établir une comparaison entre la photo d'un jeune homme à la pilosité généreuse et sa face de trentenaire glabre, puisqu'il ne l'avait toujours pas regardé. C'était visiblement un fin limier. Sa carte étant périmée depuis peu, il se demanda par la même occasion si Superflic allait s'en apercevoir et, mine de rien, ça l'angoissait un peu. « Oui, c'est moi. » Il sentait que pour un peu il se serait mis à rougir. Il lutta de toutes ses forces pour rester maître de son flux sanguin et finalement, Superflic entra dans le vif du sujet sans déclencher de polémique à propos de la date de fraîcheur de sa carte. Il daigna même lever les yeux sur lui. « Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Gira ?»« Je voudrais signaler une personne disparue, une jeune femme. »« Et vous êtes ?»« Quoi ? Mais vous le savez, Damien, vous êtes son frère, son mari, son père ? Non, je suis juste un ami. Les amis ne comptent pas, monsieur, il faut que vous soyez un proche. » »« Comment ça, mais je suis un proche. Au sens légal du terme, les proches, c'est la famille. Je ne pourrais pas prendre votre déposition, désolé. »« Mais enfin, c'est important, elle a peut-être été enlevée. » Imperturbable, le flic continua. « Essayez plutôt de contacter sa famille, vous gagnerez du temps. Ils habitent loin, ils vont vouloir venir et si jamais ce n'est rien de grave,
ce n'est pas un problème, puisque les proches peuvent faire une déclaration sur leur lieu de résidence. Au revoir, monsieur. Le policier regardait maintenant Damien fixement en arborant un petit sourire faussement navré. Il se remit à taper sur son clavier sans baisser les yeux. Un super flic, vraiment. Sans insister davantage, Damien tourna les talons, rageant intérieurement. En passant la porte vitrée qui rendait les visiteurs à la liberté de la rue, il entendit l'homme le rappeler. Il se retourna à contre-cœur en tenant le battant ouvert devant lui. « N'oubliez pas de faire refaire votre carte d'identité, monsieur Girard. Elle est périmée. »